Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Parlement francophone bruxellois. Et je suis vraiment très heureuse de vous voir très nombreux pour ce moment qui me semble vraiment très important. Alors vraiment, merci à vous déjà d'être venus. Peut-être vous expliquer que de longue date, le Parlement francophone bruxellois organise des jeudis de l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il ouvre ses portes les jeudis matins autour d'une question, d'une problématique, pour en discuter avec les citoyens, avec la société civile, les associations, pour améliorer notre travail de député. Parce qu'on pense que si on veut faire un travail correct, il faut que l'on puisse travailler avec les citoyens concernés, il faut que l'on puisse entendre ce que vous avez à dire, parce que sinon on risque de passer à côté de la réalité de ce que la population vit. Et donc c'est pour ça qu'on organise régulièrement des jeudis de l'hémicycle. Et aujourd'hui, c'est un jeudi de l'hémicycle qui est très important puisqu'il concerne la santé mentale et particulièrement la santé mentale des jeunes. Nous, députés, nous avons pendant toute la période Covid été très marqués par la question de la santé mentale. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez les jeunes, mais on veut, pour beaucoup, et ceux qui sont présents, je les remercie d'être là aussi, on veut pouvoir mieux comprendre, mieux cerner ce qui se passe, ce qui a manqué et ce que l'on doit mettre en place concrètement. Donc voilà, vous êtes vraiment d'une aide précieuse. On est là pour vous entendre, pour dialoguer par la suite après la vision du film. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole et de pouvoir nous faire part de ce que vous avez vécu, de vos propositions éventuellement, si vous en avez. Je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnes. D'abord, évidemment, le Centre d'action laïque et la FAPEO, et Pierre Schoenbrod qui a fait ce film. Je sais qu'il y a aussi des personnes d'un service ou deux services de santé mentale qui font un projet aussi pour donner la parole aux jeunes. J'imagine qu'ils prendront la parole. Et donc, ça me semble important aussi d'avoir la présence de ces personnes. Aussi vous dire qu'il y a un certain nombre de députés qui sont présents, ils sont regroupés juste là, qui prendront la parole pour vous poser des questions, pour rentrer en contact et en dialogue avec vous. Je pense que c'est vraiment très important. Vous dire aussi peut-être que le Parlement francophone bruxellois organise des visites pour les écoles et qu'il suffit de reprendre contact, parce que ce ne sera évidemment pas possible aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les services, que je remercie aussi pour l'organisation de ce jeudi de l'hémicycle. Donc de prendre contact avec nous pour organiser des visites du Parlement. Il y aura des sacs d'ailleurs à la fin du jeudi de l'hémicycle, donc vers midi, qui vous seront distribués avec un certain nombre d'informations liées à la COCOF, qui n'est pas toujours très connue, et au Parlement francophone bruxellois. Voilà. Je vais m'arrêter là parce je vais passer la parole aux organisateurs, puis on pourra voir le film. Mais juste une petite question d'organisation. Il y a une personne qui a perdu son petit jeton de vestiaire. Et donc, si celui ou celle qui a perdu son petit jeton, qu'il vienne chez moi et je pourrai le lui rendre. Voilà, d'ailleurs, je passe la parole aux organisateurs. Voilà. Si, ça marche, regarde. Ah oui. Je vais d'abord donner la parole à Véro. C'est là, il me donne toujours la parole en premier. En tout cas, merci de nous inviter dans ce lieu de démocratie. C'est important et pour nous, c'était très important par rapport à ce documentaire, par rapport au travail qu'on a fait. Surtout Pierre, hein, moi j'étais là en support. C'était un long travail, un tournage de presque 8 mois sur cette question qui nous a interpellés, pas que nous d'ailleurs, hein, je veux dire, on a été largement soutenus par
le délégué général aux droits de l'enfant, par d'autres, par des pédopsychiatres qui étaient vraiment très inquiets de la situation, et puis moi personnellement aussi par mon entourage tout à fait proche. Et aujourd'hui, ce qu'on trouvait vraiment important et ce qu'on trouve important dans les projections de ce documentaire, c'est de donner la parole aux jeunes parce qu'on pense qu'ils ont vraiment besoin d'exprimer leurs problèmes, leurs soucis et qu'on leur donne, et surtout qu'on les écoute et qu'on leur donne des réponses. Merci Véro. Moi, je vais être un peu plus pratique. Vous dire quand même que je suis énormément touché de voir tout ça. Mais bon, je vais avoir un rôle un peu ingrat aujourd'hui, c'est le gardien du temps. Donc dans la seconde partie de la matinée, je vais avoir un micro-Madonna, j'adore ce nom, et on va essayer de susciter des interactions, mais soyez vraiment attentifs à pas être trop long dans vos interventions pour que le plus de monde puisse s'exprimer. Donc je serai là pour veiller à ça. Ne m'en veuillez pas si je vous coupe. C'est vraiment parce que je verrai leur tourner. Vous dire aussi que ce film est vraiment à la disposition de tout le monde et que si vous vous sentez frustré parce qu'il y a encore des tas de choses à dire, ben, il ne tient qu'à vous à organiser d'autres projections où là, c'est vrai que notre temps est vraiment, vraiment fort compté, mais on organise d'autres projections où on prend toute la soirée pour discuter, des après-midi s'il le faut. Et donc voilà, c'est un exercice parmi beaucoup d'autres. Emparez-vous de ce projet. On est là pour l'accompagner. Il y a un site internet et voilà. Place au film, je pense. Et puis on se retrouvera après, d'ici 56 minutes, je crois. Désolée d'être pleurnicheuse. Désolée d'être lamentable. J'ai pas été à l'école depuis là, le mois de novembre. J'ai commencé à y retourner des demi-journées depuis pas longtemps. Mais je suis toujours pas capable de tenir une journée entière à l'école. C'est encore trop compliqué pour moi, quoi. Donc, j'ai été diagnostiquée avec une grosse dépression. Donc c'est pour ça que j'étais tout le temps surveillée pour pas que je fasse de bêtises et qu'on arrive au drame. Je m'appelle Sam, j'ai 16 ans, je suis en décrochage scolaire depuis 2 ans maintenant. Je suis en décrochage scolaire depuis novembre. Je suis actuellement en décrochage scolaire. Je suis aussi en dépression. Les médecins aussi l'ont dit directement, ils disent attention, attention, il y a danger. Oui, enfin, je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai hurlé sur tous les tons qu'on ne prenait pas la mesure de ce qui se passait. Et donc tous ceux qui sont plus fragiles pour des raisons de santé mentale, de précarité, tous ceux-là, ils ont été broyés en fait par cette crise. J'ai insomnie, troubles d'alimentation, troubles d'humeur, etc., pensées suicidaires, anxiété. Et donc ça a été la première conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il y a eu un boom en fait des gens qui disaient je vais mal en fait. PMS surchargé, élèves en danger, PMS surchargé, élèves en danger. Non, on n'a pas réussi à ne pas être débordé. On est débordé par la demande. Ça n'arrête pas, H24. Des demandes, ça se multiplie. On a des statistiques affolantes par rapport à ça. Nous ne pouvons pas nous permettre, à l'heure actuelle, de faire décompenser un jeune fragilisé. Parce que ce jeune ne trouvera pas les soins dont il a besoin à ce moment-là. Ce serait facile d'avoir une baguette magique et de faire hop, je suis guérie, je vais mieux. Voilà, je pense qu'on peut encore applaudir parce qu'en effet, tant pour le réalisateur que pour les jeunes qui ont parlé. Merci. Voilà, alors maintenant, on va avoir une séquence où des jeunes vont venir témoigner, prendre la parole. Et donc, je leur laisse la parole tout de suite. Je sais qu'il fait un peu froid. Et donc, j'ai demandé qu'on puisse quand même un tout petit peu augmenter
ou en tout cas enlever l'air froid. Donc voilà, ça va venir, on va être dans de bonnes conditions, mais voilà, c'est encore quelques minutes. Dans 5 jours et je fais partie des jeunes du film Tout va s'arranger. Grâce à ma participation dans ce film, j'ai l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui me tient tant à cœur, la santé mentale des jeunes. Je vais donc vous raconter mon parcours pour que vous puissiez vous rendre compte de la situation de beaucoup de jeunes en ce moment. J'ai remarqué que j'allais mal en janvier 2020. À ce moment-là, je faisais des crises d'angoisse en cours. Quand j'ai eu le courage d'en parler, personne ne m'a prise au sérieux. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en mars, le confinement a débuté. Et on nous avait dit à la base que l'école serait fermée seulement pour 2 semaines et au final, on n'y est pas retourné avant le mois de septembre. Au début, je me réjouissais de ne plus devoir y aller. Ça m'arrangeait bien de rester chez moi puisque je me sentais mal là-bas. Mais la réalité a vite fini par me rattraper. Je devais rester enfermée chez moi sans pouvoir aller dehors ni voir mes amis. C'est à ce moment-là que ma descente aux enfers a commencé. C'est inévitable, être enfermé à 6 dans une maison sans pouvoir sortir, ça amène beaucoup de tensions et donc des disputes. J'ai donc commencé à m'isoler et à passer tout mon temps enfermé dans ma chambre. C'est à ce moment-là, seule face à moi-même, au milieu de toutes ces disputes, que j'ai réalisé à quel point j'allais mal. De retour à l'école en septembre, plus rien n'était pareil. On portait des masques, on ne pouvait pas trop se rassembler et nous avons découvert l'enseignement en hybridation. Nous allons donc la moitié de la semaine en classe et l'autre moitié, nous la passions devant un écran. Cette situation a mis énormément d'élèves en situation de décrochage scolaire et n'a fait qu'augmenter les difficultés qu'éprouvaient déjà un bon nombre d'entre eux. Je pense qu'à peu près tout le monde aurait pu se dire que c'était une mauvaise idée de faire suivre des journées entières de cours par visioconférence à des jeunes en plein développement qui avaient à ce moment-là besoin de construire des relations sociales et de créer des expériences de vie. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais j'ose espérer que si une telle situation venait à se reproduire, les mêmes erreurs ne seraient pas reproduites. Faisons maintenant un saut dans le temps et nous voici au début du mois de novembre 2021. À ce moment-là, je suis au plus bas. Je me suis alors confiée à une psychologue de l'école qui a sonné l'alerte. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à bouger. Sur les conseils de cette psy, j'ai été chez mon médecin qui, affolé par la situation, m'a directement placée sous certificat médical. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'aller en cours. J'avais interdiction de rester seule et ma mère a donc dû arrêter d'aller travailler pour s'occuper de moi. Après quelques passages aux urgences, la décision de me faire hospitaliser a été prise. J'ai donc été placée sur liste d'attente dans 5 hôpitaux différents. Ah, les listes d'attente! Un véritable supplice pour tous les jeunes qui, comme moi, n'en pouvaient plus et étaient prêts à mettre fin à leur vie à tout moment. Je suis finalement entrée au domaine à Braine-l'Alleud le 20 janvier 2022. J'ai eu la chance de rentrer après 2 mois et demi d'attente parce que beaucoup de jeunes dans cette situation doivent attendre 2 à 3 fois plus de temps. Je suis finalement sortie au mois de juin. Quand l'hospitalisation est terminée, on se dit que l'enfer des listes d'attente est enfin fini. Mais non. Une fois sortie, il a fallu trouver un pédopsychiatre pour continuer mon suivi, et là encore, très peu de pédopsies acceptent de nouveaux patients. Voilà donc le parcours du combattant par lequel les jeunes en détresse et leurs familles doivent passer pour espérer une prise en charge. Je ne blâme absolument pas le personnel médical. Ils font de leur mieux, souvent dans de mauvaises conditions de travail. Si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour vous interpeller et à vous inviter à réfléchir ensemble. Nous devons nous poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi les listes d'attente sont aussi longues, mais plutôt comment se fait-il qu'autant de jeunes en arrivent à avoir besoin d'une prise en charge psychiatrique ? Comment sommes-nous arrivés à une situation aussi catastrophique ? C'est donc le moment de se concerter. Comment aurait-on pu limiter l'impact de cette crise sur les jeunes ? Je suis convaincue qu'en nous unissant, nous sommes capables de répondre à ces interrogations. Tenons-nous prêts. Si une situation similaire devait se reproduire, ne sacrifions pas la jeunesse une fois de plus. Avant de terminer, je voudrais adresser quelques remerciements. Je remercie ma famille, mes amis, le personnel du domaine et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant mon hospitalisation. Vous m'avez aidée et soutenue quand j'en avais le plus besoin. Et surtout, je remercie Pierre pour ce film incroyable. 1000 merci de nous avoir permis de raconter nos histoires avec autant de transparence. Et enfin, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui ont besoin de l'entendre en ce moment. Vous êtes forts et courageux. Continuez à vous battre et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Je sais, c'est compliqué,
Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Tout finira par passer, c'est promis. N'hésitez pas à en parler si ça ne va pas. Ça ne sert à rien de rester seul face à tout ça. Prenez soin de vous. Et si vous n'y croyez plus, moi j'y crois pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elena, je fais également partie des jeunes ayant participé à ce documentaire. Quand Pierre m'a contactée la première fois pour participer au documentaire, j'étais un peu réticente, voire totalement. Car parler de mon histoire devant une caméra, montrer ma faiblesse, jamais de la vie j'en avais envie. Puis j'ai réfléchi et pensé au positif que ce documentaire pouvait m'apporter et apporter à tous les jeunes qui le verraient. En effet, mon histoire vis-à-vis de la santé mentale commence en avril 2020, pendant le confinement. Je souffre d'anxiété, je me renferme beaucoup, j'ai énormément de troubles obsessionnels compulsifs. En septembre 2020, je m'ai rentrée en 3e secondaire, et là, rien ne va. On est enfermé, on doit suivre les cours sur un ordinateur, on a énormément de pression, on a 1 à 2 interros par jour, et ce, tout au long de l'année, dès le mois d'octobre. En juin, je sombre complètement, de par mes amis qui souffrent, et que je ne peux aider, et le fait que je n'arrivais pas à demander de l'aide. Fin juin, j'ose enfin demander de l'aide. Mais tout n'est pas si simple. Je commence à me faire aider réellement en décembre 2021, après avoir rencontré une psy et 3 psychiatres. Je commence mon décrochage scolaire en novembre 2021 et rien ne va plus. Aucun service n'a de la place. Je n'avais pour m'aider que ma famille et le psychiatre chez qui je vais pour la première fois en décembre 2021, qui me suit depuis 1 an maintenant. À cette période, c'est la crise. On essaye de me trouver une place dans un hôpital de jour, impossible. Donc je finis par sombrer tellement, et la seule solution apparente est l'hôpital psychiatrique résidentiel, auquel je me fais traiter n'importe comment par une infirmière. Donc c'est un échec. En mars, je rentre finalement dans un centre de jour. Depuis, les choses vont en s'améliorant. Je vous laisse compter le temps que ça a pris pour que j'aie une place. Et je ne fais que remonter la pente depuis, malgré quelques passages à vide. Depuis 3 mois, je peux dire que je vais réellement mieux. Ce que je voudrais qu'on retienne de mon histoire, c'est que la jeunesse est en détresse, que les services sont pleins et qu'en pleine crise, on ne peut compter sur absolument rien. Pour ma part, j'ai eu de la chance, une famille soutenante et j'ai trouvé un bon psychiatre. Je sais qu'on est nombreux dans cette situation et j'ai un message à faire passer à tous les adultes présents, surtout les députés. Vous avez en face de vous une jeunesse en détresse qui ne sait où aller, qui a peur, qui se questionne, qui demande de l'aide et qui est en colère. Nous sommes pourtant les adultes de demain. Si nous voulons d'une meilleure société à l'avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Avant de passer la parole aux moins jeunes, c'est-à-dire aux adultes, je pense qu'il y a encore 3 élèves du lycée Émile Max qui souhaitent prendre la parole. Et donc je vais vous la donner. C'est vous 3, c'est ça ? Qui commence ? Eh bien, à toi l'honneur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes étudiants en 5e secondaire en sciences sociales au lycée Émile Max, situé à Schaerbeek. Donc, nous sommes ici suite à l'initiative de la FAPO pour vous faire part de notre ressenti sur la thématique du confinement sur plusieurs aspects, d'un point de vue scolaire comme personnel. Donc, pour commencer, nous allons aborder les points de vue négatifs du point de vue scolaire après le confinement. Donc, nous sommes revenus de manière assez brutale, je dirais même très brutale, à l'école, et ce qui a créé une confusion psychologique. On avait beaucoup du mal à réviser, à se concentrer, et on avait perdu tous nos repères, tout simplement. On n'avait pas eu ce passage pour se remettre dans le bain. On avait également du mal à se lever, vu que le rythme de travail a été totalement perturbé dû au confinement. On dormait à des heures pas possibles et on se réveillait hyper tard. Ensuite, la charge de travail était très conséquente. C'était très stressant et le système n'était du tout pas adapté. Ensuite, il n'y avait aucun suivi psychologique au niveau des professeurs. Donc, je dirais même que à l'école, tout ce qu'on nous demandait, c'était le travail. Vous devez rattraper le temps perdu, tout simplement.
étudier, et si vous étudiez pas à la maison, enfin si vous travaillez pas à l'école, bah, vous travaillez à la maison, et c'est juste pas possible. Ensuite, on avait tout voyage scolaire annulé et toute sortie, donc on fait encore face à un isolement et un manque d'interaction sociale. Et ensuite, on refait encore face à un isolement lorsqu'on était en quarantaine. S'il y avait un ami en isolement, nous étions aussi en isolement. Et donc, absence au cours, encore une fois, qui accentue déjà le retard qui était conséquent sur la matière et qui entraîne du coup l'échec scolaire, ce qui était très stressant. Donc, on commence l'année 2022 en se disant comment cette année va se finir. Une année très pessimiste, on n'arrive pas à avoir le bout. Et on n'arrive pas de trouver de points positifs, entre guillemets, d'un point de vue scolaire après le confinement. Donc là, je vais laisser la parole. Bonjour. Ça, c'est un ressenti personnel, en fait, de la classe par rapport au confinement. Et après le confinement, en fait, on a ressenti un manque de confiance en soi, en fait. Le port du masque, ça a fait que c'est comme si on cachait notre vrai visage. C'était comme si on pouvait cacher nos complexes. Et le fait de nous demander de l'enlever, c'est comme si on nous demandait de montrer notre vrai visage, en fait. Et c'était difficile pour nous. Ensuite, le manque d'interaction sociale, ça a créé du mal à s'ouvrir au monde, en fait. L'habitude de sortir, c'est totalement effacé. L'habitude de s'ouvrir aux autres, l'habitude de s'amuser, en fait. Tout ça, c'est effacé. Et c'était comme si on avait notre vie entre parenthèses, en fait. C'est ce qu'on a ressenti. Et la distanciation sociale aussi, ça crée toutes les habitudes qu'on perd, en fait, toutes ces habitudes-là, de se faire la bise, de se serrer la main, de se faire des câlins. C'est comme si on nous demandait d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Voilà. Je vais passer la parole à... Tiens. Ce que nous aurons aimé pour mieux nous adapter, c'est de créer des espaces de parole, un enseignement plus progressif et adapté, des professeurs plus à l'écoute et plus compréhensifs de notre situation. Les éléments qui ont été cités sont les ressentis des élèves dans notre classe, mais je pense que cela l'a été aussi pour nombreux d'autres élèves. Merci à tous de nous avoir prêté votre attention. Merci à vous pour le courage de cette prise de parole. Voilà, vous avez vu que Mehdi et Camille qui ont participé au film sont aussi là aujourd'hui. L'idée, c'est que maintenant vous puissiez entamer un dialogue, évidemment, avec les intervenants du film. Est-ce que quelqu'un veut tout de même encore s'exprimer ? Je pense qu'il y a plein de doigts qui se lèvent. C'est là que je vais sortir ma montre, être un peu le gardien du temps, comme je le disais tout à l'heure. Je commence par toi. Je commence par toi. Normalement, c'est automatique, je crois. Non, alors tu dois appuyer ici. Voilà, et quand c'est rouge, c'est... Bonjour à tous, je suis Thomas Dasseler et voici Poppy. Nous sommes deux jeunes du groupe Solidarité de l'AMO La Chaloupe à Autigny et nous souhaitions nous exprimer sur un point. Nous avons vu la santé mentale chez les jeunes est une cause de décrochage scolaire, mais ce serait se voiler la face que de croire que c'est la seule, malheureusement. Nous avons donc décidé de faire remonter certains des autres problèmes que peuvent rencontrer les jeunes et qui causent le décrochage scolaire, car malheureusement, certains des jeunes dans notre groupe sont dans cette situation. Pour faire remonter ces problèmes, nous avons décidé de l'axer autour d'une question très simple. À quoi ça sert l'école ? La sociabilité. Ce n'est un secret pour personne. Malheureusement, certains jeunes souffrent de harcèlement à l'école. Des mesures concrètes devraient être mises en place. Surveiller plus l'enfant, être attentif et réagir, ne pas prendre ça à la légère, l'écouter attentivement, prendre réellement en compte ses émotions et ne pas le laisser retourner dans sa classe tant que les problèmes ne sont pas réglés pour éviter des drames tels que le suicide. Créer une bonne entente de groupe devrait être
primordial au sein d'une classe. Par conséquent, organiser des activités plus souvent pendant l'année serait une bonne chose afin que les élèves se sentent appartenir à un groupe, ce qui sert aussi de motivation à aller en cours. À quoi ça sert l'école? À apprendre. Pour éviter le décrochage scolaire, il faudrait plus de personnes qualifiées dans chaque établissement scolaire pour écouter et orienter les élèves démotivés afin qu'ils retrouvent un intérêt, un sens à l'école. Cela nécessiterait de repenser les PMS qui sont souvent débordés. Pour favoriser l'apprentissage et garder des élèves motivés, les élèves avec plus de difficultés ne devraient pas être mis de côté. Ils devraient être plus aidés et soutenus. À quoi ça sert l'école? À être un bon citoyen. Afin de nous préparer à la vie adulte, ça ne pourrait qu'être bénéfique de mettre en place un cours qui nous prépare à affronter la vie d'adulte, comme des cours sur les finances, le logement, etc. Pour éviter d'être perdu en fin de réto, ce serait utile de mettre régulièrement en place des après-midi consacrés à l'orientation professionnelle. À quoi ça sert l'école? À être impliqué. Depuis 2015, le gouvernement tente de mettre en place le pacte d'excellence dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les nombreux débats dont il fait l'objet, un point touche tout particulièrement les élèves, le renforcement du tronc commun. Ce tronc commun réduira le nombre de cours à options qu'ils pourront choisir, imposant ainsi à des jeunes qui ont déjà des difficultés à comprendre l'intérêt de l'école, des cours qu'ils n'auront pas choisis. Cette absence de choix risque également de diminuer l'implication des élèves dans la construction de leur propre avenir. Nous sommes consternés par ce choix qui s'inscrit au sein d'une réforme qui se veut plus inclusive. À quoi sert l'école? Pourquoi ne nous apprend-on pas à trouver un métier que l'on aime? Nous sommes lâchés sans connaissance du monde du travail, que l'on soit en général ou en technique. Il est demandé à des jeunes qui en sont encore à découvrir le monde de choisir ce qu'ils feront de leur vie. Un choix à faire si tôt, mais qui va changer tout leur futur, alors que certains se sentent complètement incapables d'affronter cette réalité. Nous souhaitons plus d'occasions pour les jeunes d'en apprendre plus sur les différentes portes qui s'ouvrent à eux, les différents métiers susceptibles de plaire aux jeunes, sans devoir passer par des institutions spécialisées. Merci. Merci. Alors, je profite de l'occasion pour demander à toutes les personnes qui ont écrit des textes de me les envoyer, puisque nous souhaitons publier des cahiers qui seront imprimés au moins à 3 millions d'exemplaires pour garder une trace. Donc, tant qu'à faire, on publiera vos textes. Donc, voilà, ça c'est pour une info pratique. Je pense que tu souhaitais prendre la parole. Bonjour à tous, bonjour les députés. Moi, je m'appelle Lina. Je suis au centre du domaine à Braine-l'Alleud et j'aimerais bien un peu parler de ma vie personnelle parce que il y a beaucoup d'exemples ici, comme Sai. Franchement, merci pour nous montrer un peu un exemple que nous, en tant qu'ados, on essaye de faire de notre mieux. Mais ces derniers temps, à cause du Covid, nous sommes vraiment aussi en train de lâcher prise. On est vraiment en train de planer et ça nous fait souffrir. On essaye d'y aller mieux, mais ça ne marche pas. On fait vraiment de notre mieux pour être au top, être perfectionniste à l'école. On reçoit des propos homophobes, grossophobes, des harcèlements et beaucoup de choses qui nous dévalorisent. Nous essayons vraiment de notre mieux et n'empêche, nous sommes tout le temps confrontés à des problèmes insécures, des problèmes que le PMS ne veut pas régler, les écoles ne veulent pas régler. Les psys, ils essayent vraiment de faire de leur mieux pour essayer de trouver quelque chose qui peut nous aider parce que nous n'avons pas d'espoir, nous ne savons pas ce qui va s'apprêter demain. On ne sait pas, on est tout le temps en manque de s'ouvrir parce que nous avons peur que nous retombons dans cette même situation de Covid. Nous avons peur que si on fait de notre mieux et qu'on essaye de trouver des arrangements, ben, qu'on va retomber et qu'on va être encore plus déprimé et qu'on va encore se tourner sur le pot et essayer de se suicider. Merci de m'avoir écouté. Merci Léna. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions à poser aux intervenants? Ah, là-bas au-dessus, il faudra crier, enfin crier non, parler fort suffira je crois. N'hésite pas à te mettre debout, peut-être que tout le monde puisse te voir.
C'est compliqué. Te tracasse pas. Respire un bon coup et puis reprends à l'aise. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Mehdi et Camille qui souhaitent dire quelque chose, je prends encore une intervention. Vas-y, je t'en prie. Prends bien le micro. Il n'y a pas de micro là ? Eh bien, viens nous rejoindre alors. Viens nous rejoindre parce que sinon on t'entendra difficilement. Si c'est pas trop compliqué pour toi, hein, bien sûr. Et je vais te donner celui-là. Ah, on t'entend ? Non, je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Si. 1. Tu sais quoi ? Prends celui de la tribune si tu veux. Ça va être carrément... c'est impressionnant, mais on s'y habitue. Pam. Ah, maintenant il fonctionne si tu préfères. Bon, il n'y a pas de souci. Je l'avais muté. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué au film. Alors, je suis ici grâce à la Fédération de la jeunesse musulmane. Donc, je suis membre de cette association. Et qui dit jeunesse, voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'aimerais remercier donc les personnes qui ont eu le courage de faire ce film. Vraiment, pour dire, j'ai été voir un psychologue, tout simplement. Je pense que c'est très dur. Dans un premier temps, le problème, on sait très bien que ça reste un tabou de dire je vais voir un psychologue. Souvent, on entend des personnes dire je vais voir quelqu'un. On ne sait jamais c'est qui cette personne, mais on sait très bien au fond. Et je pense que mettre la lumière sur ce premier tabou qui est oui, la santé mentale, c'est aussi important
Et non, ce n'est pas un tabou et c'est normal et c'est assumé. Donc merci beaucoup pour ce film. Dans un premier temps, donc c'était ça. Et le deuxième problème, c'est qu'on voit que la société elle a changé, les problèmes ont changé, les jeunes ont changé, mais l'enseignement n'a pas changé. Tout a changé autour, mais l'enseignement est resté le même en Belgique. Et je pense que ça, c'est un problème qui, je pense, justement, la santé mentale et le Covid et la crise sanitaire, elle a mis en avant un problème qui, je pense, datait de bien avant la crise sanitaire, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement en Belgique est catastrophique. Oui, je me permets de le dire parce que vraiment, je pense que les conséquences aujourd'hui, c'est juste le fruit de l'enseignement qui, aujourd'hui, n'est pas remis en question et qui, je pense, doit être retravaillé. Donc c'est pour ça que je suis ici, pour le souligner. L'enseignement en Belgique est catastrophique. Il faut vraiment réagir à ce niveau-là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mehdi, Camille. Camille, vas-y. Mehdi, d'abord. Bonjour à tous, chers députés. Je suis très content d'être ici parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je suis en bac 2 assistance sociale à la Haute École en Hainaut. Et j'ai malheureusement mal vécu le confinement. J'ai été diagnostiqué anxio-dépressif. C'est de base, en fait, la dépression, pour moi, c'est un sujet hyper tabou. Et moi, je trouve ça hyper malheureux parce qu'alors que la dépression est un sujet récurrent, ça a toujours existé depuis la création de la Terre. Pourquoi on n'en parlerait pas? Et en fait, j'ai l'impression qu'il y avait moins de prévention sur la santé mentale. Et quand il y avait des étudiants, par exemple, ou des jeunes qui commençaient à ressentir de l'anxiété ou vraiment une mélancolie qui commençait à perdurer dans le temps, ils se demandaient est-ce que je deviens fou? Alors que pas du tout, ils sont juste en phase dépressive. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'année passée, j'ai eu la chance de faire un stage en école secondaire où j'ai été assistant social avec des jeunes de 12 jusqu'à 18 ans. J'ai vraiment vu l'arrière du décor. Parce que, oui, peut-être en tant qu'étudiant, vous voyez des choses, mais moi, j'étais de l'autre côté, donc je voyais encore plus de choses. Et je ne vais pas vous mentir que dans l'enseignement secondaire belge, il y a énormément de choses à changer. Surtout dans le personnel. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a moins de psychologues. Par exemple, quand je vois dans le PMS, avec la nouvelle réforme, qui veulent diminuer le temps de travail des travailleurs sociaux d'un PMS, je trouve ça inadmissible alors qu'on en a besoin énormément. Et comment dire encore? Désolé, je suis un peu stressé. Oui, donc voilà, franchement, moi j'encourage tout le monde de voir une psy, de voir un professionnel, et parce que c'est hyper important, parce que la santé mentale, c'est hyper précieux. Et dans mon cas, je ne vais pas vous mentir que la dépression, quand j'ai été diagnostiqué dépressif, et encore maintenant, je vais beaucoup mieux comparé à 2-3 ans, mais il faut du temps, ça prend plusieurs années pour s'en remettre, et même encore, on s'en remet jamais à 100% parce que ça reste un traumatisme, et on doit vraiment se faire aider par des thérapeutes, psychologues, psychiatres. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si d'autres choses te reviennent, tu peux encore prendre la parole, Oui. Mehdi, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Camille Lemaitre, j'ai 24 ans et je suis assistante sociale de formation diplômée depuis juin 2022. Et en parallèle de l'exercice de ma profession, je suis également étudiante en première année de master en sciences de la santé publique à l'Université libre de Bruxelles. Moi, je voulais aujourd'hui vous parler de mon expérience en tant que jeune adulte, mais aussi mon expérience en tant que professionnelle. J'ai eu l'occasion, depuis mon diplôme, de travailler en milieu hospitalier et depuis très peu d'être engagée en service de santé mentale. Et aujourd'hui, la santé mentale reste un énorme tabou. Et personnellement, j'ai jamais compris pourquoi. Moi, j'ai jamais eu la chance d'être accompagnée, d'être soutenue dans ma vie. Quand je suis tombée en dépression, j'étais dans
une de mes premières années parce que effectivement j'ai mis du temps à trouver ma voie et ce que je voulais faire de ma vie, parce que pour moi elle n'avait plus aucun sens, donc à quoi bon faire des études pour gagner un salaire, donner des sous à la société, etc. Et je me souviendrai toujours de la directrice de l'établissement dans lequel j'étais à l'époque, je ne le citerai pas évidemment, qui m'a dit « Mais mademoiselle, être en dépression n'est pas une raison pour ne pas réussir ses examens, pour ne pas savoir se lever pour venir en cours. » Et ça, c'est dans l'enseignement supérieur. On formait des futurs assistants sociaux dans cet établissement et on vient me dire ça dans ma figure, une fille qui était au bout du gouffre, qui n'avait plus rien, plus aucun moyen pour remonter. Moi, je me suis investie dans la représentation étudiante pendant toutes mes années d'études et j'encourage les élèves qui sont dans le secondaire à le faire parce que c'est aussi une manière de pouvoir faire entendre sa voix. Et franchement, avec toutes les choses que vous avez dit aujourd'hui, je pense que vous avez encore beaucoup à dire. En tant que professionnelle de l'action sociale qui a travaillé dans les soins de santé, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la population et comme les professionnels, on se sent débordé. Moi, quand j'entends qu'on va donner de l'argent à des choses, ok, certes, il y a plein de malheurs dans le monde, mais quand je vois que certains secteurs qui ont pour vocation d'aider la population belge reçoivent des enveloppes où il y a 50 centimes, c'est imagé bien entendu, heureusement, pour moi, c'est honteux. Quand je vois qu'on n'a plus les moyens dans certaines institutions d'engager des travailleurs sociaux, des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, alors que la population vient frapper pendant les heures de permanence, parfois en détresse, parfois en crise d'angoisse, parfois en crise psychotique, et que nous, on doit les refuser, alors que la personne, elle est dans l'urgence, elle a besoin d'être aidée maintenant, c'est honteux. Moi, je me souviendrai toujours à l'hôpital, aux urgences psychiatriques, on a dû refuser ce patient parce qu'il n'a pas été accompagné de la police. Ce patient est allé se jeter sur les rails du métro juste après. Heureusement, il a été sauvé. Pour moi, c'est honteux. On n'a plus les lits, on n'a plus les moyens de retenir quelqu'un qui va mettre fin à ses jours maintenant parce qu'il manque du personnel et il manque des lits dans les hôpitaux. Quand j'entends le nombre de jours à attendre pour avoir une place dans des centres de jour psychiatriques, dans des SSM, même dans l'aide à la jeunesse, parce que j'ai aussi fait un stage dans l'aide à la jeunesse, où il y a des listes d'attente au TJ ici à Bruxelles énormes, où les juges de la jeunesse ne savent plus quoi faire de ces jeunes qui sont en détresse et qui sont surtout en danger, pour moi, il y a une énorme priorité. Et ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que cette priorité, elle semble secondaire, tertiaire, quaternaire pour certains de nos élus, qui préfèrent mettre les priorités ailleurs, alors que là, on parle quand même de la santé mentale, qui est quand même un pilier à la santé physique et aussi à la santé sociale. Parce qu'on ne parle jamais, quand on parle des soins de santé, on parle de la santé physique. Quelqu'un qui a un cancer, on le sait, il a un cancer. Mais la définition de la santé, émise par l'OMS, c'est pas personne, c'est la santé mentale et sociale aussi. Et donc ça, c'est important. Et donc moi, ce que je demande aujourd'hui, et j'en profite de pouvoir parler... c'est il faut mettre les priorités là où elles sont et arrêter de tergiverser pour des soucis d'orientation politique ou que sais-je. Aujourd'hui, on parle quand même de la santé de la population et si on veut que plus tard, il y ait des jeunes qui prennent la place des adultes, ben, il faut agir maintenant. Sinon, il n'y aura plus personne. Et je ne sais pas dans quel monde on vivra, mais à mon avis, ce ne sera plus une démocratie comme aujourd'hui. Merci à tous. Merci Camille. Ah, peut-être... Une toute dernière intervention avant de donner la parole aux moins jeunes. Du coup, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Kira et je pensais que vous auriez peut-être besoin d'un avis plus jeune. Du coup, j'ai 14 ans. Pendant le confinement, j'étais en internat. Du coup, c'était assez compliqué car il n'y avait pas forcément assez d'ordi pour tout le monde et des choses comme ça. Et je trouve aussi que l'école, etc., ça n'a pas vraiment changé. Je voulais faire part un peu de mon vécu en de très brèves lignes. Du coup, pendant 3 ans, je me suis fait harceler verbalement, physiquement, sexuellement, enfin bref, la totale. Et en étant en internat, à chaque fois que ma maman venait me chercher le vendredi, je pleurais chez elle. Elle allait voir la directrice et ça n'a jamais changé. Il a fallu que mon directeur d'internat intervienne et menace la directrice de je sais pas quoi pour que ça change enfin et que je sois enfin aidée. Et la personne en tout cas qui m'a harcelée n'a jamais été virée ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais rien eu et je trouve ça assez vexant.
du coup, c'était un peu mon avis pour expliquer que, s'il vous plaît, il faut que ça change. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce genre de situation, qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui n'en parlent pas, qui n'osent pas dire ce qui ne va pas, parce qu'ils ont juste peur en fait, qu'on ne prenne pas au sérieux tout ce qui se passe. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Voilà, si vous pensiez avoir trop de travail, je pense que vous en avez encore une couche en plus. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui souhaite prendre la parole? Les autres adultes qui ont encadré les jeunes sont bien entendu invités également à prendre la parole. Je vous en prie, allez-y. Peut-être présentez-vous, évidemment. Merci. Je m'appelle Joëlle Maison. Je suis je suis parlementaire régionale bruxelloise du parti Défi. Je voudrais d'abord remercier Magali pour cette organisation. Vraiment, je crois que c'est une matinée très très importante. Je voudrais ensuite remercier Véronique de Thiers et vous dont j'ai oublié le nom pour le film que je trouve vraiment très interpellant. Et puis surtout, remercier vous, l'ensemble des jeunes, pour vos témoignages qui sont extrêmement touchants. Alors, voilà, cette matinée, vous avez dit des choses très personnelles, je vais aussi en dire. Cette nuit, j'ai passé une bonne partie de la nuit avec mon fils, qui est en bac 3 à l'ULB, et qui est au bout du monde pour le moment avec des potes, pour un voyage qu'ils avaient organisé. Et il m'a dit, il est fragile psychologiquement, mais il m'a dit, voilà, ça va pas, j'ai plus dormi depuis 5 jours, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire, dis-moi quoi faire, je suis très angoissée, je lui ai dit rentre. Il m'a dit, je suis moins fort qu'il y a 3 ans. Je suis moins fort qu'il y a 3 ans, ça ne va plus, je lui ai dit rentre, et donc je vais le chercher demain matin, il est au Japon. Je vais le chercher demain matin à 9h30 à l'aéroport. Ceci pour vous dire que, voilà, je comprends le problème qui est le vôtre. Je crois qu'on va pas, je ne vais pas monopoliser la parole, des collègues voudraient parler aussi, et donc on ne va pas reparler des causes. Alors évidemment, moi je pense que le Covid, ça a été un révélateur, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Les problèmes de santé mentale, ils existaient avant, chez les jeunes, les problèmes de perte de sens, la situation environnementale, le harcèlement à l'école, le fait de ne plus savoir où on va finalement, l'omniprésence des réseaux sociaux, l'absence d'esprit critique ou de distance par rapport à ce téléphone qui a un peu envahi nos vies. Tout ça, ça crée une grande perte de sens chez les jeunes. Alors, moi, je voulais vous proposer quelques pistes de solutions. Pendant les différents témoignages, j'avais pris quelques notes pour essayer de rassembler mes esprits et pouvoir parler avec une certaine cohérence. Voilà, je vais encore parler peut-être 1 minute ou 2. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord que les jeunes se réapproprient leurs paroles et se sentent actifs et acteurs de la société, qu'on leur ouvre des espaces de parole. Tout ce que j'ai noté, quelqu'un l'a dit à un moment donné. Donc pouvoir ouvrir des espaces de parole qu'à l'école, dans les universités, dans la société en général, les jeunes puissent se sentir actifs, puissent sentir que leur parole est portée et que leur parole sert à quelque chose et que leur parole soit concertée avec d'autres jeunes. Je crois que le concept de coopération est très très important. Alors la lutte contre le harcèlement. Moi, j'ai été parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant 6 ans et ça a été un de mes leitmotivs. Le harcèlement, il y a 1 élève sur 3 qui est impliqué dans des affaires de harcèlement, ça doit cesser. Alors je sais que la ministre aujourd'hui a mis en œuvre un plan contre le harcèlement, mais je crois que c'est vraiment un des facteurs les plus importants de douleur à l'école. Et un élève qui est harcelé, eh bien, il y a un phénomène chimique qui fait en sorte qu'il ne peut pas apprendre, il ne peut pas coopérer, il ne peut pas se sentir bien à l'école, parce que le harcèlement crée un sentiment, un stress qui génère du cortisol, et le cortisol, ça bloque toute possibilité
d'apprentissage. Et donc, c'est très important de lutter contre le harcèlement. Avant de parler d'apprentissage, de compétences, etc., eh bien, il faut parler de possibilités de bien-être et de possibilités de se sentir bien à l'école et dans un environnement où on est censé pouvoir apprendre. La troisième chose que je voulais dire, c'est, et vous l'avez dit, alors, j'ai souvent été perçue un petit peu comme une originale par les deux ministres de l'Éducation que j'ai connus, et on ne va pas non plus jeter la pierre. Si j'étais ministre, il y aurait aussi des tas de choses que je ne ferais pas, parce qu'il y a plein de facteurs dans la société qui sont des facteurs dans le système politique, qui sont des facteurs d'immobilisme. Mais les évaluations, alors combien d'élèves sont stressés par les évaluations? Pourquoi continuer à dresser les élèves les uns contre les autres et à dresser les élèves contre leurs parents finalement et contre leur famille? On est dans une course à la performance, à l'évaluation. Il faut arrêter ce système de points. Il faut privilégier la coopération entre enseignants, la coopération entre élèves et enseignants, la coopération entre élèves. Il y a des études très intéressantes que je pourrais éventuellement vous fournir, mais qui montrent qu'en Allemagne, on a étudié des classes qui ont progressé sans coopération et des classes qui ont progressé, deux classes parallèles d'une même école et d'une autre classe qui a progressé avec coopération. Eh bien, les classes qui progressaient avec coopération, avec le même type d'élèves, eh bien, les performances des plus faibles, mais aussi des plus forts, étaient accrues. Donc, quand un élève coopère, même s'il a plus de compétences en une matière qu'un autre élève, eh bien, ses résultats sont meilleurs. C'est incroyable, cette étude, et il faut vraiment se servir de cette étude pour modifier le paysage scolaire. Alors, qu'est-ce que j'ai indiqué aussi? Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit, et je trouvais ça très intéressant, que les apprentissages soient plus concrets. Aujourd'hui... Madame Maison, est-ce que je peux vous demander de conclure? Oui, parce qu'il nous reste 20 minutes. Je conclue. Aujourd'hui, il faut des cours sur comment gérer un budget, comment signer un contrat de bail, comment se débrouiller en société. Il faut du concret à l'école. C'est en place aussi dans le pacte d'excellence, mais aujourd'hui, on ne le voit pas encore suffisamment. Et alors, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en mars, il y a un colloque qui est organisé par le GIRCEF à Louvain-la-Neuve et qui s'intitule « Quelle institution pour remplacer l'école ?» Alors, sachez que, évidemment, le titre est provocateur. Je pense qu'il y a des tas d'enseignants qui sont formidables et qui sont motivés, mais le simple fait qu'un groupe d'universitaires organise un colloque qui s'intitule comme ça, c'est un message d'espoir, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui y participera et qui pourra tirer les conclusions adéquates de ce colloque. Merci, merci, merci. Je vous en prie, allez-y. Oui, merci. Je vais être courte parce que le but, c'est pas de vous assommer. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à Saï, à Elena, à Camille, à Mehdi. Vous êtes les seuls dont j'ai retenu les noms. Et merci à tous les autres ici. Merci à tous ces jeunes aussi qui sont dans le film. Et bravo pour votre courage parce que franchement, moi, je ne sais pas si je serais capable en fait de parler de mes fragilités, de mes vulnérabilités. Donc bravo. Et on a besoin de vos paroles. Donc vraiment, merci. Et puis j'avais envie de vous dire autre chose, c'est désolé. En fait, le film commence par désolé d'être qui je suis. Mais désolé, nous, c'est une responsabilité collective d'adultes. Je suis désolée, je vous tourne le dos. Désolé de ne pas avoir été à la hauteur, en fait. Désolée. Et j'aimerais pouvoir vous faire une promesse. J'aimerais, donc vraiment au conditionnel, de toute façon, ça ne relève pas de mon pouvoir, mais que ça ne se reproduise plus. Et en tout cas, pas comme ça c'est sûr. Et donc, je pense qu'on a bien compris, en tout cas, les députés qui sont là, on travaille sur ces questions-là. On ne cesse de le dire, comme le disait Bernard DeVos, comme le disaient tous les adultes qui vous accompagnent, il faut écouter les jeunes davantage. Ici, dans ce Parlement, je remercie également la présidente, ici, dans ce Parlement, dans les gouvernements, partout où on pense et on réfléchit la vie ensemble. Donc on doit plus vous écouter et la démonstration de ce matin est quand même exemplaire sur vos idées, vos propositions, vos vécus, voilà. Et donc c'est ça, et je crois que tu disais, c'est en nous unissant qu'on va trouver les solutions. Et donc je crois que vraiment c'est ça, c'est avec vous et nous, en nous unissant qu'on va trouver les solutions. Oui, et je peux vous faire leur porte-parole, ils sont à votre disposition si vous voulez créer des groupes de réflexion et les associer. Tout à fait. Ils sont là.
Je voudrais juste dire un mot sur l'école parce que en fait tout le film se déroule dans un environnement scolaire. On voit des chaises, des tables, des chaises, puis c'est un peu lourd, etc. Parce qu'en fait l'école vous rend malade. On en est bien conscient. Donc je suis aussi dans l'autre parlement qui aborde les questions scolaires, puisque c'est pas ici. Ici je travaille sur les questions de santé mentale. Dans l'autre parlement on travaille sur les questions scolaires. Et donc j'entendais par exemple une remarque sur le tronc commun. Et donc oui, on doit discuter avec vous parce que je pense que le tronc commun est une bonne chose parce qu'il va être polytechnique et artistique, par exemple. Mais peut-être il faut qu'on discute avec vous pour qu'on vous explique comment ces choses et qu'on écoute ce que vous avez à nous dire peut-être davantage. Ça, ce sont des choses qu'on doit faire. L'école vous fait du mal. La question des PMS, oui, il faut plus de PMS. Mais les PMS ne sont pas formés pour vous prendre en charge quand vous avez un problème de santé mentale. Donc, il faut plus de PMS, mais il faut plus de services de santé mentale pour vous accompagner, vous prendre en charge des unités pédopsychiatriques, des centres, des services de santé mentale, etc. Ce ne sont pas les PMS qui doivent faire ça. Et ce n'est pas à l'école de le faire. Par contre, c'est à l'école de vous accompagner. Il faut plus d'espace de parole, d'espace d'expression, des moments collectifs. Peut-être conclure tout doucement, et Delphine conclure Chabert, tout s'il vous doucement plaît. sur... voilà, et conclure tout doucement sur... on travaille sur ces questions-là, pas suffisamment, mais on va continuer. Et c'est notre responsabilité de vous apporter des réponses et on va essayer de le faire. Je vous remercie. Voilà, pour veiller à garantir l'équilibre politique, je propose que d'autres partis, donc on a eu Défi Delphine Chabert pour le PS, est-ce qu'il y a d'autres députés d'un autre parti déjà qui a pris la parole et qui voudraient, s'il vous plaît, présentez-vous parce que tous les jeunes ne vous connaissent pas. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, Pierre-Yves et moi, nous sommes mandataires politiques pour le groupe Écolo, donc Pierre-Yves, Farid Attahar. Je voulais aussi me joindre aux remerciements, d'abord pour les organisateurs, à commencer par la présidente Magali Plovic qui a organisé cette journée, évidemment tous les adultes, le Centre d'Action Laïque, la FAPEO, enfin tous les organisatrices et les organisateurs, et puis vous la jeunesse, vous les adultes de demain. Merci vraiment de votre présence, de votre courage, de pouvoir mettre des mots sur les mots, de pouvoir nous interpeller comme vous le faites si bien, de pouvoir aussi nous dire que dans ce désespoir, il y a de l'espoir malgré tout, parce que quand j'entends vos parcours, j'entends aussi qu'il y a eu pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, des possibilités d'entrevoir la lumière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous interpellez en tant que mandataire politique directement, parce que nous sommes évidemment tenus aussi responsables d'une gestion notamment de crises sanitaires, mais aujourd'hui des crises énergétiques et demain peut-être d'autres crises qui n'ont peut-être pas été certainement parfaites, qui ont manqué peut-être certainement d'anticipation. Vous êtes plusieurs à avoir rappelé que des maux existaient déjà, étaient antérieurs en fait aux crises sanitaires, et que nous avons souvent été dans des politiques de gestion, d'urgence, et pas dans des politiques d'anticipation, dans des politiques de préparation plutôt que de réparation. Et donc, vous nous bousculez, vous faites bien de le faire. Moi, je pense qu'on ne va pas refaire les constats, les chiffres sont quand même interpellants, sont inquiétants également. Il y a évidemment une série de pistes de solutions. Nous, là où nous siégeons, Pierre-Yves est en Fédération Wallonie-Bruxelles, moi je suis ici au Parlement bruxellois, au Sénat, nous allons évidemment relayer vos préoccupations. C'est ce que nous faisons, mais je crois que ce que certainement le gouvernement a manqué, c'est peut-être de mettre en place une forme de code-éco de la jeunesse. On a entendu plein de secteurs, on a entendu plein de professionnels, on n'a pas entendu suffisamment les professionnels, des travailleurs sociaux, les gens qui travaillent directement en première ligne, on n'a pas entendu suffisamment la jeunesse et elle a été complètement mise à l'écart dans les mesures, en tout cas, qui pourtant a un impact considérable sur la santé mentale qu'on oublie en fait de considérer comme la santé tout simplement et qu'on a désinvesti, qu'on a sous-financé. Je suis d'accord pour dire en fait que nous devons continuer à mettre l'humain, la santé, le social comme priorité. Et ça veut dire qu'on doit interpeller tous les partis politiques. Je vous invite vraiment à voir les programmes des partis politiques, à voir qui met en priorité la gestion, l'investissement dans la santé et le social. Vous allez vite trouver, en fait, voilà, qui s'investit plus dans... Donc, je pense que c'est important de pouvoir vous entendre, de continuer après cette journée à peut-être créer une assemblée de la jeunesse qui pourrait, en fait, relayer directement, qu'on viendrait, en fait, vous consulter. Parce que ce qui a manqué aussi, c'est qu'on a fait appel à pas mal d'experts, mais en fait, vous êtes des experts de vécu aussi. Et on ne vous a pas entendu. Mais ce n'est pas trop tard, parce qu'en fait, malheureusement, on sort d'une crise peut-être, on en connaît d'autres aujourd'hui, et peut-être d'autres demain. Donc moi, j'invite vraiment nos politiques
je suis moi-même politique, mais je veux dire au niveau fédéral aussi, nous avons aussi notre collègue du niveau fédéral ici, vous pouvez l'interpeller après si vous le souhaitez, de pouvoir faire en sorte de réfléchir vraiment à un organe à part entière où non seulement on écouterait les jeunes, mais on tiendrait compte aussi de leurs propositions. Ils sont les mieux placés quand même pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc je ne voudrais pas simplement que ce soit une assemblée pour faire joli, on vous écouterait et puis on vous dit c'est bien, rentrez chez vous. Non, je souhaiterais vraiment que vous soyez impliqués dans les décisions qui vous concernent directement. Après, évidemment, on est d'accord, et je terminerai là-dessus, il faut des moyens supplémentaires pour accompagner les équipes encadrantes, les psychologues, on doit renforcer les services sociaux, on doit considérer la santé mentale comme une priorité. Ça demande des moyens. Donc plutôt que de les mettre dans l'armement et dans les 16, je propose qu'on les mette dans l'éducation et dans la santé. Merci. Merci. On n'a pas encore entendu le MR. Et donc je cède la parole. Est-ce qu'il y a des représentants du groupe PTB qui sont dans la salle? Que je ne les oublie pas? Non, ils ne sont pas là. OK. Voilà, merci de me donner la parole. Alors mon nom est Latifa Aïd Bala et je suis donc députée régionale bruxelloise. Alors, j'ai noté toute une série de choses en regardant le documentaire. Donc, en premier lieu, évidemment, je voudrais remercier Magali Pleuy pour l'organisation de cette rencontre. Vous remercier aussi pour vos nombreux témoignages qui sont évidemment particulièrement touchants. Remercier aussi pour la réalisation du documentaire, parce que je crois que ce documentaire est à la fois un outil puissant, d'une grande qualité pédagogique et qui, à mon sens, devrait être aussi vu par l'ensemble des politiques, et en particulier de ceux qui sont dans les centres de décision, mais aussi par cette jeunesse que vous êtes. On les a invités, mais on a eu du mal à les avoir. On les a invités à l'avant-première et malheureusement, ils étaient peu présents à avoir répondu à l'invitation. Oui, je crois que c'est important aussi que cette jeunesse puisse voir ce documentaire, parce qu'à travers ce documentaire, vous lui insufflez aussi une énergie dans le cadre de ce combat, et vous lui donnez justement cette confiance peut-être perdue et qui lui permet aussi de sortir de cette solitude dont finalement vous avez énormément parlé. Alors évidemment qu'en tant que politique, on entend vos souffrances. Ne croyez pas qu'on ne les entend pas, et pas seulement ici dans les hémicycles, parce qu'on va aussi sur le terrain et parce que aussi on a l'occasion de rencontrer à la fois les mouvements de jeunesse, les secteurs de la jeunesse, mais aussi, pas plus tard qu'hier, on a eu ici l'occasion de faire le point avec des responsables des secteurs de la santé et du social. Et donc, on a entendu le témoignage que vous avez rappelé tout à l'heure, et on sait très bien que ce secteur aussi est en souffrance. Et ce documentaire, s'il est important, c'est évidemment parce qu'il met en lumière la crise du Covid, mais surtout, je crois qu'il pointe un élément essentiel, c'est effectivement qu'à un moment donné, des politiques publiques qui ont été mises en place sur la question ont eu un impact sur la question de la santé mentale, et il s'agit évidemment de la question du confinement, parce que c'est en fait le confinement qui a créé tous ces problèmes. Et je regrette évidemment, et je trouve qu'il est affligeant que ces politiques publiques ont au fond sous-estimé l'impact des décisions qui ont été prises sur la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse. On a aussi malheureusement toute la société, parce qu'on sait que tout le rapport en fait à la société a été remis en cause dans le cadre de cette crise du Covid, mais pas seulement. Je pense qu'on a tous à un moment donné remis en cause notre rapport aux autres, notre rapport au travail. Nous-mêmes, on a dû changer notre manière de fonctionner. À un moment donné, on a dû aussi remettre les pouvoirs spéciaux au gouvernement. Et donc, ça a été aussi un moment qui a été extrêmement difficile aussi pour nous. Et à travers vos différents témoignages, on mesure effectivement à la fois les problèmes de santé mentale, mais pas seulement, avec ce paroxysme que sont les gestes suicidaires et le suicide. Et aussi, à un moment donné, ça a été rappelé, le fait que cette crise a aussi hypothéqué l'avenir de toute une série de jeunes. Et ça, c'est évidemment un réel problème pour l'avenir, parce que ces jeunes se sentent sacrifiés alors qu'ils devraient être prioritaires. Ce ne sont pas mes mots seulement, ce sont des mots que j'ai relevés lors de vos interventions. Est-ce que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît? Oui. Mais alors, rapidement peut-être, parce que ce sont des questions évidemment de préoccupation majeure sur lesquelles nous travaillons. Et en ce qui concerne plus spécifiquement la question de la santé mentale, c'est beaucoup plus un de mes collègues, David Messman, qui travaille sur ces questions et qui a notamment demandé à ce que nous puissions ici, dans cet hémicycle aussi, avoir une commission
de la santé mentale. Donc, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, au fond, c'est un petit peu cette commission, mais je pense qu'elle devrait être pérenne pour que nous puissions, au-delà d'un échange de 2 heures, pouvoir identifier les réelles problématiques et pouvoir venir avec vous avec toute une série de propositions qui soient concrètes et de politiques publiques qui soient adaptées. Merci, voilà. merci beaucoup. Il y a une petite seconde, parce qu'il y a une personne à qui je voudrais vraiment bien donner la parole, mais on n'a pas entendu le groupe Les Engagés. Est-ce qu'il y a des représentants des engagés ici dans la salle? Non. Je crois avoir fait le tour de tous les partis politiques. J'espère n'avoir oublié personne. Avant de venir vers vous, monsieur, j'aimerais vraiment donner la parole à Sophie Mas, qui est avec nous et qui est donc la responsable du service du domaine, là où j'ai commencé le film. Sophie, je te laisse la parole. Merci. Je suis pédopsychiatre et on me demande souvent comment est-ce que les jeunes vont aujourd'hui. Alors, bonne nouvelle, les services hospitaliers ne sont plus saturés. Mauvaise nouvelle, les jeunes continuent à aller extrêmement mal, mais c'est dans les écoles que ça se traduit à l'heure actuelle. Il y a des taux de décrochage scolaire qui explosent et les écoles sont complètement débordées par la multiplication de symptômes d'angoisse, de crise, d'attaques de panique au sein des établissements scolaires. Alors, je suis un petit peu triste qu'il y ait une commission santé mentale d'un côté et une commission scolaire de l'autre, parce que je pense qu'il faudrait les fusionner. Je ne demande pas une augmentation de moyens en matière de santé mentale. Arrêtez de me rendre ces jeunes malades. Arrêtez de les rendre malades. C'est un vrai tonneau de Danaïde pour l'instant. Et effectivement, l'école, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, porte une grande responsabilité. Elle n'est pas à l'origine de toutes les décompensations, mais effectivement, quand un jeune va mal, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et cette goutte d'eau, elle se trouve effectivement en milieu scolaire. Alors, je sais que les moyens sont limités, mais j'aimerais bien qu'il y ait un courage politique qui remette en question, notamment le pacte de l'enseignement. Il n'y a pas de pilote dans l'avion en matière d'enseignement. Les ministres de l'enseignement n'ont pas autorité sur une grande partie, 85% des écoles échappent, et vous êtes en train de me le confirmer, à une autorité politique. Comment peut-on mener une politique d'enseignement qui soit de qualité à partir du moment où il n'y a aucun pilote dans l'avion? Donc ça, c'est une première chose. J'aimerais bien qu'il y ait un courage politique qui se manifeste à l'issue de cette crise Covid et de la crise de l'enseignement dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas la qualité de la matière qui est remise en question par les jeunes ici, c'est la manière dont elle est donnée. Je ne comprends pas comment les professeurs peuvent ne pas être formés à la relation à l'autre alors qu'on sait que l'apprentissage passe par la relation à l'autre. Ça ne coûte rien. Rénover la formation des enseignants et rénover le CAPAES et leur apprendre à enseigner avec humanité serait peut-être extrêmement porteur et la première chose à faire. Ce sont les adultes qui sont responsables du harcèlement scolaire. Ce ne sont pas les harceleurs, ce ne sont pas les harcelés, ce n'est pas le groupe classe, c'est l'encadrement adulte qui manque et qui est extrêmement défaillant. Le système de l'enseignement aujourd'hui, qui fonctionne comme un système néolibéral, où il s'agit d'avoir des résultats, d'être le premier de classe, quitte à écraser l'autre, à ne pas lui passer ses notes, est une machine infernale qui va nous conduire effectivement vers un individualisme de plus en plus forcené qui est en train de mettre en danger notre démocratie. Donc j'en appelle au courage politique. Je sais qu'il n'y a pas de sous, mais réformer une formation, un CAPAES, enseigner autrement, ça ne coûte rien. Travailler de manière collaborative, ça ne coûte rien, mais ça demande effectivement du courage politique. Je tiens à remercier particulièrement Pierre Schoenbrod, qui a fait ce film avec énormément de sensibilité. Il l'a fait avec beaucoup d'amour et qui a permis à plein de jeunes d'aller mieux grâce à ça. Et c'est ce qui devrait se trouver dans toutes les écoles et auprès de tous nos enseignants. Je vous remercie.
prends encore 2 interventions. Bonjour, j'ai une solution, je vous rassure. Bonjour, je suis Ahmed Abdi, étudiant en philo et président de la Fédération de la jeunesse musulmane. Je suis très heureux d'être ici. Je suis liégeois, je viens de le dire. Mais écoutez, les jeunes, on a une solution. 2024, c'est pas loin. Si ces personnes ne font pas leur travail, engagez-vous. 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 Franchement, nous aussi, on est en démocratie. Si les solutions ne viennent pas de ces personnes-là, engagez-vous, c'est simple. Parce que, finalement, on peut créer une assemblée, on peut promettre des choses, ça ne va pas changer quelque chose. Parce que le pouvoir ne nous appartient pas. Mais 2024, c'est demain. La solution est simple. Allez voir les personnes qui peuvent vraiment, vraiment apporter des solutions. Engagez-vous et croyez en vous. Je vous remercie. Pour conclure, avant de donner la parole à... Ça va être compliqué de vraiment... rapide, comme ça, il y a une autre personne qui peut... S'il vous plaît, un peu de silence. En conclusion, s'il te plaît. Merci. Moi, je voulais préciser qu'on a beaucoup parlé du Covid et aussi de l'enseignement scolaire, de comment c'est fait. Mais pour moi aussi, on n'a pas parlé du fait que c'est pas assez communiqué à la télévision, sur les réseaux. On ne parle pas de tout ce qui est ces problèmes-là. Moi, j'ai eu des problèmes scolaires avant le Covid, donc on en parlait encore moins. Donc j'ai été obligé, mon mental était obligé de me créer des douleurs physiques. Donc j'avais des douleurs chroniques parce qu'on ne m'écoutait pas si je disais. Et même moi, en fait, je ne savais pas comment me prononcer autrement parce que personne n'en parlait autour de moi. Et je pense qu'il faut aussi préciser le fait que c'est quelque chose de très important de pouvoir en parler, qu'il faut que les élèves, que tout le monde entende à la télé que c'est normal de ne pas être bien soi-même et de ne pas être habitué à l'école, enfin pas plutôt habitué, mais de ne pas être adapté à l'école. Et pour moi, on n'en parle pas assez, enfin voilà, je l'ai déjà dit 3 fois, je me répète. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci beaucoup. Voilà, on a encore 18 minutes pour se voir et donner la parole à Zouz du collectif Slameke qui va prendre en charge ces 15 dernières minutes. C'était quelque chose qui me tenait fort à cœur parce qu'ils font un travail vraiment, vraiment intéressant. Et pour nous, je suis désolé, mais on se reverra à la cafétéria pour continuer à parler.
Il faut qu'on conclue et puis on organisera d'autres projections. Mais cette partie artistique me tenait vraiment à cœur parce que je pense que ça peut être une autre façon d'envisager ce dont on a parlé aujourd'hui. Et c'est pourquoi cette petite carte blanche de 15 minutes me paraissait vraiment importante. Magali Pleuvy, vous avez encore une conclusion pour nous. Oui, un petit mot. Tout d'abord, vous dire que pour chaque jeudi de l'hémicycle, nous nous sommes engagés à faire un suivi. Et donc, c'est un moment important, on vous a entendu, on a eu un peu un débat, mais ça ne va pas s'arrêter là. Les députés vont voir comment on va faire un suivi au sein de la commission spécialisée. Par exemple, pour vous donner un exemple, on a eu aussi un jeudi de l'hémicycle sur les jeunes en errance. On a fait un long travail d'une année avec des auditions et ça a donné lieu à un texte de résolution, mais en tout cas, donc, il y a un suivi qui peut être fait et je crois qu'il faudra voir un petit peu avec les députés et avec les organisateurs de cette matinée pour voir comment on peut vraiment donner un suivi. Pour moi, c'est vraiment fondamental. La parole de la population et ici des jeunes, c'est vraiment important, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Pour moi, il faut toujours un suivi à ce qu'on met en place et à un débat. Donc ça, c'est déjà une première chose que je peux vous dire qui va se passer. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça, on va le construire ensemble. Juste vous dire que moi, je trouve que vous avez une très, très grande force qui m'impressionne assez fort parce que, évidemment, il y a ceux qui ont pu prendre la parole, mais je vois aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de difficultés pour d'autres qui sont ici. Et rien que d'être déjà dans cette salle, c'est déjà faire preuve de grande force. Je le vois et j'en suis vraiment très, très respectueuse de ce que vous vivez. Et donc vraiment merci aussi pour cette force et vraiment que personne ne vous dise que vous n'avez pas cette force en fait et que personne ne vous empêche aussi de prendre la parole. Je pense que c'est important, c'est de continuer à porter votre voix, continuer à dire à différents lieux ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, parce que c'est ça qui fera le changement et vraiment continuer, persévérer, parce que c'est cette voie-là qui est fondamentale pour le monde de demain. Merci vraiment à vous. Merci. Je propose à toute l'équipe de Tout va s'arranger de prendre les places disponibles, libres, comme ça vous profiterez plus à l'aise de la dernière partie. Oui, installez-vous là où il y a des places libres, plutôt devant. Et Zouz, à toi l'honneur. Par terre où tu veux. Bonjour, ça va, vous m'entendez? Moi, c'est Zouz, je suis slameuse. Je vais peut-être expliquer ce que c'est le slam avant de commencer. Le slam, c'est un art qui est merveilleux pour parler de tout ce qui tréfouille à l'intérieur de nous. C'est de la poésie orale, en fait. Je le situe toujours entre de la poésie et de l'art et du rap. Et il y a quelques règles au slam qui font que c'est du slam. C'est que c'est 3 minutes maximum, c'est que c'est pas d'accessoires, pas de costume, et le texte est écrit par soi-même. Et c'est a cappella, contrairement au rap. Voilà. Il y a Pierre aujourd'hui qui m'a demandé de venir faire une intervention sur la santé mentale, sur les jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas envie de slammer sur ce sujet, que c'était pas approprié, mais par contre, je connaissais des slameurs et des slameuses. Merci. Je connaissais des slameurs et des slameuses qui ont des paroles magnifiques à ce sujet. Donc Pierre m'a dit, vas-y, je te laisse carte blanche. Et du coup, vous allez les entendre aujourd'hui. On va d'abord entendre Alec, qui est un slameur incroyable que je connais maintenant depuis plusieurs années. Maintenant, après, on entendra Folivore. Et ensuite, on entendra l'audio d'une sœur à moi qui s'appelle Pincée de Coco. Et pourquoi on l'entendra en audio? C'est parce qu'aujourd'hui, elle est dans un centre. Du coup, je suis quand même hyper heureuse qu'elle ait pu enregistrer ces slams pour nous les faire écouter aujourd'hui. Ah, c'était ça le bourricheux. Ok. Ah oui, c'est ça. Ok. Du coup, je vous prie d'accueillir vraiment avec toute bienveillance parce que le slam, c'est la bienveillance. On accueille aujourd'hui Alex, s'il vous plaît, qui va nous faire deux slams. Bonjour. On m'entend au micro? Super. Tu sais qu'il est là.
Tu sens qu'il te suit, mais tu ne le vois pas, et c'est ce fantomatisme automatique qui t'angoisse le plus, alors tu presses le pas. Et tandis que tu avances, tu sens son souffle dans ton dos, comme une dague glacée posée sur ta peau. Ça te laisse un frisson mortifère, tandis que tu presses le pas, les tripes à l'air. Surtout, il ne faudrait pas trébucher, alors tu serres les dents et tu serres les fesses en avançant. Chut! C'est le début de la traque. Tu sens son regard bandé comme un arc. En proie, en fuite, tu presses le pas et tu n'es jamais sûr de toi, jamais sûr de toi, jamais sûr de toi, jamais sûr de toi. Craquement, crissement, corbeaux qui croisent dans le noir, psychose peut-être, il se passe quelque chose dans le silence. Noir. Lumière, caméra, action, un poignard, un regard, un rasoir, ton propre regard. Comme un meurtre, du sang, ça gicle, c'est violent, brutal, lancinant et ça continue. Première coupure, première balafre, coupure, coupure, coupure. Dans le miroir, c'est la brisure, brisure, la fissure, la coupure, la brisure et couper. Ouvrir les yeux, sentir le soleil sur sa peau, se fondre dans le silence après la tempête. Sortir du lit, souffler, renaître. Dévisager ce miroir maudit, fièrement contempler cet ennemi qui gît en éclats et s'adresser un premier sourire, un tout premier sourire. Voilà, c'était mon premier texte. Alors, mon deuxième texte, ça parle de mon expérience personnelle dans un hôpital psychiatrique. Donc ça va... voilà, je vous fais un petit disclaimer. Mention de viol, trigger warning. Tranche par tranche, diapo après diapo, je développe les souvenirs d'un étrange été. Où étais-je? Dans quel état errais-je? J'ai marché longtemps, nulle part et partout. Que cherchais-je? Je cherche encore, mais on m'a trouvé à terre et plus très terre à terre. Alors, aux urgences, on m'a donné des médicaments pour me faire taire, moi et mon errance. Un peu plus tard, dans l'ambulance, une escouade de police m'escorte, corde aux mains, vers l'hôpital pour les déments. 55 jours. 55 jours sans consentement. Mon père m'a mis derrière les barreaux, ma mère est désemparée. Au tribunal de la sainteté mentale, un seul verdict et sans appel. Mon avocat même donne son aval. Personne ne plaide en ma faveur. Ainsi s'implanteront mes premiers triggers. Tranche après tranche, tel des dias, je me souviens de ce carrousel des méninges au goût de drogues estampillées. Prise après prise, ton corps lâche prise. C'est de moins en moins présent, mais je me souviens quand même des vieux types qui violent quand t'es plus que l'ombre de toi-même. Je me souviens de 10 infirmières attroupées autour de moi, façon gangbang, shibari déluré, de l'aiguille plantée dans mon cul pour m'éteindre, alors que je suis déjà étendue. Des cris, des miens, des autres, qui résonnent jusqu'à 2 heures du matin. Des vérifications, des fouilles comme à la prison, des interdictions, des injonctions, de mes supplications, de mes explications, de mes déraisons, certes, mais je me souviens surtout que pendant 55 jours, je ne m'appartenais plus. Aujourd'hui, tranche par tranche, je me raconte cette histoire de l'étrange. Trigger par trigger, je revis ces délires avec recul et je compte, me raconte, fais mes comptes, décante. Bref, je le dirai d'un coup, les violences de l'asile sont normalisées. À l'hosto, là-bas, le consentement peut s'arracher, se faire endormir, se faire attacher, car au fond, t'es plus qu'un fou allié sans allié. À l'hôpital psychiatrique, t'es plus qu'un alien sans allié et ta liberté, tu dois la mériter. Merci. C'est magnifique. Merci Alec. On va passer maintenant au slam de Folivore, une slameuse qui travaille avec moi au collectif Slameke. Dans ce collectif, on fait plein de choses, hein. On organise des scènes ouvertes, si vous êtes tentés à venir dire vos slams ou vos raps ou vos poésies. On organise des ateliers, slam, rap, et on organise aussi des poètes publics, voilà, et plein de choses autour du slam et de la poésie. Folivore, s'il vous plaît.
Bonjour. D'abord, je voudrais dire un slam pour les absents. Les gens qui ne sont pas là. Et puis vous aussi qui êtes là. Vous qui vous cachez parmi la foule des présentes. Vous dont les sourires sont tissés de peau et d'os et de santé. Ouais. Un sourire comme un masque. Vous êtes plus que la somme de ce que vous portez. Même cachée, lointaine, même éteinte, vous brillez. Vous êtes multiples et uniques, comme les étoiles. Vous êtes plus que la somme de ce que vous portez. Vous êtes plus que le produit de vos comprimés. Vous êtes plus que les diagnostics en colonne latérale, en case banale. Vous êtes plus que cette équation chimique cérébrale. Vous êtes plus que la somme de ce que vous portez, même silencieuse, vous brillez, vous vibrez. Nous percevons votre signal. Vous avez le temps. Des millions d'années, vous avez les connexions en puissance. Il n'y a pas de retard, il n'y a qu'un écho. La latence ne signifie rien, il n'y a pas de sens, il n'y a que des directions. Vous êtes plus que la somme de ce que vous portez. Je suis avec vous quand vous n'êtes pas là et quand moi je ne peux pas être là, c'est moi qui suis en vous. On est ensemble. Nous sommes plus que la somme de ce que nous portons. Nous sommes une minorité, mais nous sommes des millions. Maintenant, je voudrais parler aux mauvaises graines parmi nous. Vous avez le menton haut et le verbe précis. Vous avez le visage de celles qui ont appris que la société ne pourrait accepter que ce qu'elle peut nommer et du doigt désigner. Vous avez le sourire et les yeux qui brillent d'une intelligence douce et sans malice. Face aux désirs des autres qui vous lissent, vous ne représentez que vous-même et vos vies. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes l'avenir. Vous êtes la lumière qui pourrait advenir si seulement nous sommes là pour vous laisser grandir. On dit que vous ne savez rien, vous avez le temps, vous apprendrez demain. Mais pour vous, le temps s'écoule différemment. Vous avez besoin d'en faire votre allié, alors vous courez, vous sautez, vous jouez, essoufflez, vous vous posez pour penser aux phrases acérées qu'on vous assène. Mauvaise graine. Mais quel que soit le béton où on tente de vous couler, quel que soit le nombre de fois où vous vous plantez, vous poussez toujours plus dru. La moindre nourriture vous permet de fleurir encore. Vous semez vos boutures comme autant de trésors lorsque vous partagez votre réalité avec vos frères et sœurs de sort. Vous faites de votre nature une aventure et vous questionnez notre société. Nous sommes vos mères, nous sommes vos amis, nous sommes vos adelphes, nous sommes votre pays, nous sommes vos adultes. Vous nous lancez un défi, celui de respecter vos vies, de nourrir la richesse de votre création, que nous vous comprenions ou non, que vos questions nous touchent ou que les mots soient abscons, imprécis dans nos bouches. Nous avons le devoir de protéger vos vies, vos espoirs et vos cris. Vous êtes il, elle, yel, aucun, les trois à la fois, vous tous avez le droit à la danse, à l'espoir, aux chances. Vous avez le droit d'espérer plus que de faire l'actualité par vos identités et vos vies mises en balance. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes l'avenir. Vous êtes la lumière qui pourrait advenir si seulement nous sommes fiers de vous accueillir. Alors j'ai encore quelque chose à vous partager. C'est un troisième texte qui est inspiré par le film que vous avez vu tout à l'heure et que moi j'ai vu hier. Je me suis demandé quelle voix je pouvais porter depuis que la mienne s'est apaisée. Après une succession de zones blanches et de zones sombres, après ça va passer, ça va aller. J'ai avancé en âge. Je suis parvenue au terme de ma traversée. De l'autre côté de la route, dans mon dénuement de maman, maintenant, je cherche le dénouement.
Je démêle l'inextricable. Comment comprendre encore et prendre place à cette table? Ici, la parole entendue est experte. Elle est adulte, elle est saine, normale. La parole entendue maîtrise les codes de votre espace. Hors des cases, rien ne dépasse. Mais pour une fois, je vous demande d'entendre ce qui se joue entre les lignes. Pour une fois, ne m'écoutez pas, moi. Moi, j'ai déjà traversé. Restez auprès des êtres de passage et écoutez-les. Écoutez-les vraiment. C'est compliqué. À quoi ça sert l'école? On fait de notre mieux. On est en manque de s'ouvrir. C'est pas une bonne façon de traiter une personne. C'est très compliqué d'avancer dans la vie. Tout a changé autour, mais l'enseignement n'a pas changé. S'il vous plaît, il faut que ça change. Désolée d'être moi. Seule, c'est trop dangereux pour moi. Les cours, l'école, la concentration, la foule, le bruit, la peur, la distance, l'abandon. On commence à tomber petit à petit au fond d'un gouffre et ça devient difficile de remonter. Le futur n'est plus possible. Écoutez-les. Alors, ouvert aux experts, nous, les adultes, nous sommes alarmés. Nous avons tendu l'oreille, un peu forcée. La sonnerie a peut-être fini de retentir, mais il ne faudrait pas nous rendormir. On parle de fragilité, de Covid, catalyseur des anxiétés adolescentes. Mais ces gens ne sont pas fragiles. Ces gens sont assiégés. Adultes, ne vous demandez pas ce qui a bien pu changer en vous lamentant de cette situation. Demandez-vous ce que vous pouvez changer pour les prochaines générations. Et dans les mots de Lila Alcorn, changez cette société, s'il vous plaît. Merci Folivore. Maintenant, on va voir des vidéos, une vidéo de Pincée de Coco, qui est vraiment une sœur avec qui je fais plein d'événements slam rap et elle est partie il y a quelques semaines, voilà, en centre, et ça me touche beaucoup de vous la présenter. Voilà. Pincée de Coco. Je ne suis pas la seule à aller mal, alors ma douleur est mise sur liste d'attente. Et cette phrase tourne en boucle dans ma tête. Je ne suis pas la seule à aller mal, alors ma douleur est mise sur liste d'attente. Et cette phrase tourne sans cesse dans ma tête. Vous n'êtes pas la seule à aller mal, madame. Il y a une liste de monde avant vous, me dit-elle. Il faut attendre. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est tout ce qu'elle a trouvé à dire devant mes pleurs, devant mes cris, mes appels à l'aide. Ma douleur. Mon envie de me soigner et de sortir de ce mal-être. C'est tout. C'était un malentendu. Tout ça n'était qu'un malentendu, une mauvaise communication. La psychiatre vous envoie par-ci, l'autre vous envoie par-là. Le psy vous dit que vous prendre cette semaine, c'est tendu. Et vous attendez là. Alors on vous promet qu'on va vous soigner. Mais en fait, vous n'êtes pas encore dans les cas aggravés. Vous n'avez pas le bras déchiré en morceaux ou votre foie rempli de médocs. Vous n'avez pas de traces de corde autour du cou ou on vous a pas vu tenter de sauter d'un pont. Alors, ce n'est pas grave. Vous pouvez attendre. Il y a une liste d'attente, même en urgence. C'était un malentendu. Car je ne suis pas la seule à aller mal, alors ma douleur est mise sur liste d'attente. Comment j'ai pu être folle, au point de croire qu'on allait prendre en compte ma souffrance. Et maintenant plus rien. Le néant infini qui suit l'énorme tempête d'espoir qu'on m'avait promis. Un néant immense et une horrible injustice qui me déchire la poitrine. C'est tout. 3 mois de combat, d'attente, j'ai tout fait, j'ai même crié à l'aide, j'ai hurlé plutôt. J'avais tellement peur qu'on ne m'entende pas et ça a été le cas. Il a fallu que je perde ma voix pour qu'on m'écoute, mais j'ai tout fait. Dans l'ordre et dans les règles, parce que je connaissais le jeu, j'y avais joué trop de fois. J'ai tout fait. J'ai souffert juste pas assez. Enfin pour eux, parce que pour moi, plus m'aurait clairement tué.
J'aurais peut-être dû exagérer. J'aurais peut-être dû me mettre un couteau sur la gorge et menacer ma vie. J'y ai pensé. Fort, beaucoup. Ça m'a massacré l'esprit, mais ils en valaient pas la peine. Devoir frôler la mort pour que ma vie compte à leurs yeux. Devoir mutiler mon corps pour qu'on me considère un peu. Parce que, malheureusement, je ne suis pas la seule à aller mal, alors ma douleur est mise sur liste d'attente. À toutes les questions qu'on me posait. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'enfermes? Pour qu'on prenne soin de moi. Me sentir légitime d'être mal, de souffrir, d'être moi-même. Car le monde, la société, ne me donne pas le droit d'être fâchée, d'abandonner ou de me sentir en sécurité. Je ne voulais rien de plus. Juste un endroit où je me sentais légitime. Un endroit où l'on me donne le droit de penser à moi, sans devoir justifier chacun de mes actes ou chacun de mes choix. Je vous jure, hein, le pire c'est que j'avais tellement peur d'être une victime, mais on ne m'a même pas donné le droit de l'être. Car je ne suis pas la seule à aller mal, alors comme tout le monde, ma douleur est mise sur liste d'attente. Et maintenant, plus rien. Un énorme trou dans le bide et une gifle d'injustice dans la gueule et j'ai la rage qui me bouffe et m'entraille, me brûle, me glace le sang, me paralyse. Mais rien. Je n'ai même pas envie d'être en colère. Je n'ai plus la force. Je me suis trop battue pour en arriver jusque-là. J'ai été trop fâchée. J'ai eu trop mal. Je n'ai plus envie de rien. Ils ont gagné. J'ai perdu. Je suis une victime à qui on n'a pas donné le droit d'avancer. Ils ont gagné, j'ai perdu. Je suis finalement quand même une victime. Mais à qui on a enlevé toute sa légitimité.